Bonjour, oui, enfin, je vais juste faire le petit propos liminaire, ne vous inquiétez pas. Donc, mes chers collègues, nous concluons nos travaux de l'après-midi en recevant Madame la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté. Je remercie de leur présence, évidemment, Madame la Contrôleure Générale, ainsi que Monsieur le Secrétaire Général, qui est également membre de cette délégation. Au contraire de la précédente audition, celle-ci est à nouveau, je dirais, publique, puisque la précédente était à huis clos. Donc, il y a un champ qui est circonscrit, puisque la mission du contrôle général ne consiste ni à suivre les groupuscules violents, ni à analyser les conditions de maintien de l'ordre qui sont l'objet de la commission d'enquête, mais nous avons souhaité vous convier sur des questions très précises de l'aval des manifestations. En l'occurrence, les auteurs interpellés ont fait l'objet de mesures judiciaires privatives de liberté. C'est le sujet sur lequel vous avez travaillé et sur lequel nous allons nous pencher dans l'heure qui vient. Un questionnaire vous a préalablement été transmis par notre rapporteur, M. Boudier. Évidemment, si vous pouviez dans un second temps nous transmettre les réponses écrites qui seront diffusées évidemment à l'ensemble des membres de la commission. Avant de vous faire prêter serment et de passer la parole à monsieur le rapporteur, je me permets simplement de poser deux questions d'ordre général. En premier lieu, diriez-vous que les interpellations et les gardes à vue auxquelles ont procédé les forces de l'ordre au cours des manifestations du printemps ont révélé des manquements aux droits des personnes, ou bien jugez-vous les éventuels incidents marginaux et peu révélateurs? Et puis, en second lieu, on lit parfois que la garde à vue est détournée de son objet judiciaire dans une logique de police administrative, dans l'objectif de prévenir des dérapages et non pour les réprimer. Est-ce que là-dessus, vous avez pu effectuer un certain nombre de constatations qui confirment ou au contraire infirment cela? Alors, Madame la Contrôleure Générale, avant de vous donner la parole et en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et je vous prie de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup, madame. Et donc, je vous propose, on le fera lorsque monsieur le secrétaire général sera, s'il est amené à intervenir, nous le ferons à ce moment-là. Mais je vous propose d'ores et déjà de prendre la parole et puis ensuite, je passerai la parole à monsieur le rapporteur et j'invite les collègues qui souhaitent pouvoir poser des questions à se manifester. Merci beaucoup. Je vous passe la parole. Mais bonjour, alors je redis merci de nous avoir invités. C'est vrai qu'au début, on était un peu inquiets en se disant mais qu'est-ce qu'ils veulent qu'on raconte sur le financement des groupuscules violents auxquels on ne connaît rien. Et puis voilà, en appelant et en voyant, parce que je crois que tu as appelé, et on a été rassurés en voyant des questions auxquelles on peut répondre. C'est toujours mieux. Donc voilà comment ça s'est... Puis on est toujours ravis de répondre au Parlement. Voilà comment ça s'est passé. On a vu qu'il y avait ces manifestations, que beaucoup de monde était arrêté, que tous les journaux en parlaient. Et vous savez comment ça se passe, la vie. On a été plusieurs collègues à s'appeler en se disant, bah, dis donc, il faudrait peut-être qu'on aille voir ce qui se passe dans les commissariats. Et donc, on a décidé ça le vendredi, non, oui, le vendredi, ou le jeudi, et on y est allé le vendredi et le samedi. Dans 9 commissariats, on a fait 3 équipes. J'y suis allée, toi aussi tu y es allée. Non, tu n'y es pas allée, bah bravo. Moi, j'y suis allée en tout cas. Et voilà, on a vu ce qu'on a décrit dans notre rapport qui a suivi cette visite. Et si on a souhaité donner une certaine importance à nos constats, c'est parce que on sait que le contrôle général des lieux de privation de liberté, ces constats sont soumis au contradictoire.
on passe beaucoup de temps, on peut tout se faire communiquer. C'est un gros avantage. Alors ça, sur les journalistes, je vous en parle même pas, mais sur tous les autres qui vont dans les commissariats voir comment les choses se passent. Et c'est comme ça que nous, on a eu accès, par exemple, au fichier de police, à un fichier de police qui s'appelle CTJ Web. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, moi, pas du tout. Et on a eu accès au nombre de gardes à vue et aux suites qui leur étaient données dans tous les commissariats qu'on a visités. Vous m'avez posé la question de savoir si tout s'était passé normalement pendant ces gardes à vue. Sans méconnaître le stress général de ce genre de moment, pour les policiers, je veux dire, c'est quand même, oui, on a relevé des tas d'irrégularités dont on a fait part dans le rapport, parce qu'on s'est rendu compte que, si je vous résume la pensée qu'on a eue, soit les gens avaient été arrêtés parce qu'ils se trouvaient là, soit ils avaient été arrêtés parce qu'on les soupçonnait de quelque chose, mais ces soupçons n'étaient matérialisés par rien en rien. Donc, ça revient au même, si vous voulez, à partir du moment où les fiches d'interpellation, ou les officiers de police judiciaire qu'on a rencontrés nous disaient, vous savez, on est embêtés, parce que on a des fiches d'interpellation pas claires du tout. Parfois, toutes les cases sont cochées, parfois, il y en a 2, 3, parfois... Donc, on rappelle toujours les agents interpellateurs, tellement on n'est pas sûr de ce qui se passe. Et chaque fois, les agents interpellateurs nous disent eh ben ouais, mais je ne sais pas te dire pourquoi je te l'ai amené, celui-là ou celle-là, parce que dans le feu de l'action, ils ramassent des gens, je ne sais pas comment... Mais, si vous voulez, le résultat est le même que s'ils avaient ramassé au hasard total. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui matérialise ce que ces gens s'apprêtaient, soi-disant, à faire. Voilà. Et d'ailleurs, j'étais contente de voir que le ministre de l'Intérieur ou le préfet de police, enfin, la personne qui a rédigé le paragraphe dans la réponse du ministre, dit qu'ils sont bien conscients que leur PV d'interpellation et leur fiche d'interpellation, ils doivent faire des progrès dessus et que voilà. Donc, on verra la prochaine fois. Ensuite, je crois que j'ai répondu à vos 2 questions parce que la première, c'était comment, pourquoi, et si on avait constaté des irrégularités, ben oui, oui. Et sinon, est-ce que c'est un objectif de police? Est-ce que c'est détourné en vue d'un objectif de police administrative? Je peux dire que quand j'étais journaliste, on avait vu, on était fiers au Canard enchaîné d'avoir sorti cette note, dite la note des Gilets jaunes, qui venait du parquet de Paris et qui disait « Arrêtez-moi à tout le monde, s'il vous plaît, et puis on verra après, mais surtout vous ne les laissez pas ressortir avant le lendemain soir. Vous nous les gardez au chaud, voire le lundi matin. » C'est vrai que c'était cette note, elle nous avait vraiment marqué au journal, et elle avait marqué, je pense, les manifestants et même la justice, les magistrats. Tout le monde était un peu étonné de voir cette note. En fait, m'a fait remarquer à un copain policier, ça remonte, cette technique remonte à la manif pour tous, où on arrêtait, alors au pif, enfin au pif ou pas, des gens qui avaient des t-shirts siglés manif pour tous, ou des petites bougies qui étaient à genoux sur les trottoirs, bon, qui faisaient pas grand-chose, que bon, ça les regarde après tout, mais je sais qu'ils étaient tous ramassés, et puis ça s'est professionnalisé avec la note Gilets jaunes, et donc c'est vrai que avec l'esprit mal tourné, on ne peut pas s'empêcher de se dire que si maintenant plus personne ne l'écrit au parquet de Paris, parce que on sait bien que tout se sait, tout ce qui est écrit finit par sortir un jour, ben on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est un peu la même technique. Donc, quand vous posez la question, est-ce que c'était inédit? Ben non, mais ce serait mieux que ça ne devienne pas la technique non dite.
Très bien, je vais passer la parole à monsieur le rapporteur. Oui, merci Madame la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté. On a bien compris comment dire, la motivation du procès. Vous avez considéré que il y avait un phénomène massif de rassemblement, des interpellations importantes, que par conséquent il était justifié d'aller vérifier les situations. Tout ça pour dire qu'en tant que rapporteur, je ne me suis pas posé la question de la légitimité de votre intervention. Je la trouvais justifiée. Sur les modalités et les conditions du contrôle, évidemment, votre rapport a eu un retentissement important, d'où votre présence. J'en étais moi-même. Mais je n'ai pas. Mais Madame la Contrôleure, je n'ai pas terminé par contre ma question. Mais vous aurez toute l'occasion de répondre, mais je vous excuse bien sûr. Conditions des contrôles que vous avez effectués. Le rapport a eu un très grand retentissement. Les éléments que vous communiquez sont extrêmement importants. Le ministre vous a répondu, en tout cas en partie. Quelle est la méthode que vous avez souhaité observer à l'occasion de vos déplacements des vendredis et samedis? Vous l'avez signalé il y a quelques instants. Je pense qu'il faut que nous puissions en savoir davantage sur ce point. Deuxième point, le profil des gardés à vue. Parce que si j'ai bien compris, vous vous êtes entretenu avec un certain nombre de personnes gardées à vue. Est-ce que dans vos échanges, au-delà des constats très sérieux que vous avez pu faire, vous avez pu appréhender le contexte de la présence des personnes concernées et leur profil? Là aussi, je pense que c'est important parce que vous avez parlé d'interpellation au pif pour la manif pour tous, j'ai bien compris. Mais est-ce que il ressort à la fois des conditions et du process de contrôle que vous avez établi? J'imagine que vous décidez ça le jeudi, mais vous ne dites pas on va juste aller interroger des gens. J'imagine qu'il y a un process un peu plus normé. Et deuxièmement, des catégories de personnes que vous avez pu entendre, selon les informations qu'elles vous ont communiquées, à quel type de profil appartenait-elle? Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Je vous repasse la parole, Madame la Contrôleure Générale. Pardon de vous avoir interrompu, je ne connais pas trop bien les... J'ai été étonnée du retentissement de ce rapport parce que, comme il venait après des centaines d'articles et d'autres constats, en fait, on était assez contents. Il faut reconnaître, oui. Oui, enfin, pas grâce à nous, mais bon. Le contrôle, il se décide. C'est assez facile pour nous parce qu'on dit, bon, il nous faut 4 équipes. On est combien par équipe? On fait appel aux volontaires. On a dû être 3-4 par équipe. Et dans ce cas-là, on fait toujours pareil. On dit bonjour, contrôle général, vous nous ouvrez la porte. On parle au chef de poste, on parle aux OPJ, on parle aux gardes, on parle absolument à tout le monde. Et ça, c'est assez formidable. Moi, j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur les 2 stupeux du commissariat. Donc, il n'avait rien à voir avec les manifestants. Mais, ou peut-être, mais en tout cas, ils n'étaient pas là pour ça. Donc, on parle avec tout le monde, avec les policiers, avec du plus haut gradé aux gardiens de la paix et à tous les gardés à vue. Voilà, c'est la méthode. Ensuite, on demande qu'on nous extrait les procédures. On vérifie toutes les procédures. On vérifie les fiches d'interpellation. Et c'est d'ailleurs en vérifiant des PV que ça fait partie de vos questions que vous avez, qu'on a pu lire. On a eu des consignes et ordres hiérarchiques d'interpeller sans distinction des individus se trouvant dans une rue X à Paris. On ne l'a pas seulement entendu, on l'a lu sur le PV. Et d'ailleurs, on vous transmettra toutes les pièces avec la réponse au questionnaire qui nous est arrivé vendredi. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre. Voilà. Et donc, ça se passe très bien, ce genre de contrôle, parce que, d'abord, si je peux vous le dire, les OPJ et policiers, ils n'étaient pas ravis de cette tâche, il faut les comprendre. Donc, ils râlaient plutôt, et ce sont eux qui nous ont dit, on est très embêtés avec ces procédures, parce qu'elles ne sont pas d'équerre. Et voilà, on s'est fait extraire tous les PV, tous les fichiers de police, dont ce mystérieux
CTJ Web. Et je crois qu'André Ferragne, il voudrait vous dire quelque chose. Mais... Du coup, voilà, je vais vous demander effectivement, Monsieur le Secrétaire Général, avant de vous donner la parole, simplement vous demander également, comme vient de le faire il y a quelques instants, Madame la Contrôleure Générale, elle a prêté serment, et donc demander de faire pareil. Je vais vous demander de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous prie de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, et donc vous avez évidemment la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais simplement rappeler les méthodes générales du CGLPL en ce qui concerne les commissariats de police et plus généralement les locaux de garde à vue de la gendarmerie et des douanes également. Nous avons des guides de contrôle, des trames de contrôle avec des questionnaires types. Et pour ce cas particulier, ce sont ces guides qui ont été... On n'a pas fait de questionnaires spéciaux. Ce sont ces guides qui ont été utilisés. Et ces guides prévoient 3 grandes catégories de questions. La première question, c'est le titre de privation. La première série, c'est autour du titre de privation de liberté, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les personnes sont interpellées. La deuxième série de questions, c'est tout ce qui concerne la notification, l'information et la notification des droits, qui se trouvent généralement consignés dans des procédures types avec des logiciels. Et la troisième série de questions, ce sont les conditions matérielles de garde à vue, avec les questions d'hébergement, d'alimentation. Et puis il y a une quatrième série, c'est tout ce qui concerne les mesures de sécurité, c'est-à-dire menottes, fouilles. Donc tout ça, ça répond à des questionnements systématiques, et dans n'importe quel rapport portant sur des conditions de garde à vue, on verra traiter les mêmes questions. Ce qu'il y a de particulier ici, c'est qu'évidemment, toutes les questions relatives au titre d'enfermement ont pris une importance qui n'existe pas ailleurs. Et l'autre point saillant de ces constats, c'est que le reste était tristement banal. C'est-à-dire que les commissariats étaient sales, mais pas plus que d'habitude. Les mesures de fouille et de retrait d'objets, notamment de retrait de soutien-gorge pour les femmes, ont été systématiques, mais pas plus que d'habitude. Le menottage a été plus ou moins enregistré, plus ou moins bien traité, mais comme toujours. Et donc, toute cette question matérielle était, somme toute, assez ordinaire, juste aggravée par la masse. Oui, effectivement, monsieur le rapporteur évoquait à la fois la question de la méthode et d'autre part la question des profils. Est-ce que là-dessus, vous avez des éléments à apporter à la connaissance de la commission d'enquête? Aucun. Parce que donc, monsieur le secrétaire général éteigne son micro. Voilà. Aucun, parce que d'abord, si vous voulez, on n'est pas là pour les profils. En fait, c'est comme quand on va en prison, quand on va ailleurs, on ne regarde pas ce que les gens ont fait. On est là pour vérifier que leurs droits fondamentaux sont respectés. Donc, je ne peux absolument pas vous dire. Oui, c'était plutôt des gens jeunes, mais je peux pas. Enfin, on leur demande pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comment ils s'habillent, combien ils gagnent. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Une première interpellation. Ah oui, on a les antécédents, c'est vrai, et on avait beaucoup de premières interpellations. D'accord, beaucoup de premières interpellations. Très bien. Merci pour cette information. Je passe la parole à monsieur Bernalicis. Oui, je voudrais prolonger un peu la remarque qui a été faite par monsieur le secrétaire général sur les différences entre une visite classique de locaux de garde à vue que peut faire le contrôle général et là, celle que vous avez faite là. Qu'est-ce qui a été aggravé par la masse, spécifiquement? Quels sont les points de droit qui ont été un peu plus ou beaucoup plus que d'habitude pas respectés? Ce qui peut nous intéresser au niveau global de la réflexion de la commission des locaux de garde à vue. Et est-ce que sur le premier item, sur les causes, les motifs d'interpellation et les conditions de l'interpellation, est-ce que c'est significativement différent de ce que vous pouvez avoir dans les visites de garde à vue d'habitude, ou est-ce que là, il y a une spécificité du fait lié aux manifestations en tant que telles,
ou est-ce que c'est des spécificités qu'on peut finalement retrouver dans d'autres circonstances, sur notamment le fait que les personnes décrient les conditions de leur interpellation? J'imagine que ça doit arriver aussi dans des visites de commissariat classiques en dehors des manifestations. Oui, les vraies différences, c'est en réalité les différences qui ne viennent non pas du fait qu'il s'agissait de manifestations, mais du caractère massif de ces interpellations. Alors, si on prend les choses dans l'ordre, la première différence, c'est le temps d'attente sur le site de l'interpellation. En temps ordinaire, quand la police interpelle quelqu'un, on le met dans une voiture, on l'amène au commissariat. Là, on a des attentes, on dit dans le rapport parfois 1 heure, donc il y a déjà un temps d'attente, c'est-à-dire un temps qui est un temps de privation de liberté sans mesure efficace d'instruction, qui est purement lié au fait du regroupement. La deuxième chose, c'est la question du renseignement administratif, du renseignement des procédures sur les conditions d'interpellation. C'est-à-dire que les conditions d'interpellation, on a parlé de fiches d'interpellation pré-remplies, on a parlé de difficultés éprouvées par les officiers de police judiciaire pour joindre les agents de police judiciaire qui avaient procédé eux-mêmes à l'interpellation. Donc ça, c'est quelque chose qu'en principe, on ne rencontre pas. Un officier de police judiciaire qui reçoit une personne qui est interpellée voit la personne qui le lui amène et peut se renseigner. Là, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait des systèmes de Noria qui faisaient que l'OPJ n'avait pas un contact direct personnel avec l'agent de police judiciaire. Après, on retrouve à l'intérieur du commissariat tous les phénomènes d'attente, puisque les OPJ ont été contraints de traiter des questions en masse. Ce phénomène d'attente étant divisé en 2 volets, il y a l'attente de la comparution devant l'officier de police judiciaire et par ailleurs l'attente de l'officier de police judiciaire qui doit joindre un parquet lui-même submergé par les coups de fil venant de divers commissariats, coups de fil qui portent sur des situations également massives dans d'autres services. Donc ça a pour effet de prolonger les attentes. Dès lors, les conditions de renseignement des procédures ont été assez erratiques. Ça a pu d'ailleurs expliquer un certain nombre de relax puisque les procédures étaient incomplètement renseignées. En second lieu, derrière ça, les conditions d'information, c'est-à-dire la notification des droits, les imprimés obligatoires de notification des droits n'étaient pas forcément remis, mais simplement notifiés et déposés à la fouille. Ça, c'est un grand classique, c'est pas vraiment lié à la masse. Ensuite, on a eu derrière ces questions d'information des difficultés sur les droits de base, c'est-à-dire les droits de faire prévenir un proche, de prévenir l'employeur. Donc tout ça a rencontré des difficultés à s'exercer dans la mesure où il y avait de la masse, dans la mesure où les polices judiciaires voulaient aller vite, donc ont été contraints d'écourter un peu tous ces temps qui sont des temps qui mangent de la procédure, évidemment. Ensuite de quoi l'attente et la suroccupation des locaux, ça provoque automatiquement des questions d'hygiène. On le sait, la suroccupation des prisons provoque des questions d'hygiène. Là, on n'y a pas échappé. D'ailleurs, dans le rapport que nous avons publié, nous avons joint quelques photos qui montrent l'état des commissariats. Alors, c'est pas parce qu'ils sont vraiment très sales ce jour-là qu'il faut en conclure qu'ils sont propres le reste du temps. Mais malgré tout, c'était plus que d'habitude. Donc, voilà à peu près les conséquences de ce caractère massif. On ne veut pas dire par là qu'il y avait de la malveillance policière, il y avait juste de la surcharge policière auquel s'ajoute quand même du stress policier qui, évidemment, n'est jamais facteur de détente. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Simplement une question avant de passer aussi la parole à Monsieur Taverne. Vous indiquez donc que certains agents interpellateurs ont précisé à des OPJ qu'ils avaient eu pour consigne et ordre hiérarchique d'interpeller sans distinction des individus se trouvant dans une rue à Paris. Est-ce que vous avez connaissance de quelles autorités ces consignes et ordres avaient pu émaner? C'est très mystérieux. Et je n'en sais rien du tout. Ce que je peux vous dire, enfin,
façon, c'est hiérarchique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est relaté sur des PV qu'on a vus. Donc, on les a retranscrits tels quels. Mais c'est vrai que on n'a pas demandé à l'OPJ, pouvez-vous nous dire lequel de vos chefs vous a ordonné ça? Très bien. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Taverne. Et ensuite, Monsieur Mathieu. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Contrôleuse générale, Monsieur le Secrétaire général. Merci pour déjà vos propos. Alors moi, j'aurais plusieurs questions. La première, est-ce que lors de vos visites, qui effectivement constituent un stress pour les policiers, ce qui est tout à fait normal, est-ce que vous avez pu dialoguer directement avec des équipes interpellateurs? C'est-à-dire, parce que vous savez qu'en manifestation, ils interpellent, ils font une fiche, ils repartent. Et ensuite, c'est le poste qui s'occupe de la procédure, et donc l'OPJ, il se retrouve avec une... En fait, il n'a pas les aboutissants. Donc, est-ce que vous avez pu effectivement prendre contact directement avec les agents qui ont interpellé les individus? Pensez-vous qu'il y a de ce fait une véritable volonté de politique du chiffre? C'est-à-dire qu'on interpelle pour, entre guillemets, se dédouaner, puis se dire, regardez, les policiers ont fait leur travail, alors que derrière, il n'a pas vraiment d'efficacité. C'est la quantité et non pas la qualité. Ensuite, selon vous, y a-t-il un problème de formation? Puisque vous avez évoqué le menottage, vous avez évoqué la fouille, donc forcément, est-ce que selon vous, il y a une carence en termes de formation, rédaction procédurale, ou alors des gestes techniques? Et ensuite, ma dernière question, pensez-vous qu'il pourrait y avoir une véritable efficacité lors de ces manifestations de mettre en place une interdiction judiciaire, c'est-à-dire qu'une peine complémentaire qui serait prononcée par le juge? Est-ce que, selon vous, il pourrait véritablement y avoir une efficacité en mettant en place ces interdictions judiciaires de paraître? Merci. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse juger lequel d'entre vous souhaite Je vais répondre. commencer, puis Très il va bien. me corriger. Parfait. Les agents interpellateurs, monsieur, on a dû en voir, mais on ne les a pas appelés spécialement. On a dû en voir quand ils... Moi, j'en ai pas vu. Mais mes collègues ont dû en voir ailleurs, certainement. Mais au hasard, je veux dire. C'est vrai qu'on ne les a pas appelés pour savoir pourquoi ils n'avaient pas rempli correctement leur fiche. Voilà. Ensuite, je voudrais vous préciser un truc, c'est le stress ne vient pas de notre visite. On parlait du stress des policiers en cette période. Je vous dis parce qu'en général, les policiers, comme les surveillants de prison, eh ben, ils sont très contents de nous voir. Ils sont très contents parce qu'ils nous disent « Regardez dans quoi on travaille. Et si vous pouvez en parler, ben, ça nous arrangerait. » Parce que eux aussi, moi je vois... Il y a des cellules de garde à vue, je ne vous parle pas des cellules de prison, mais des cellules de garde à vue, c'est immonde. Vous rentrez dedans, vous croyez défaillir parce que vous dites, mais je vais vomir avant de... Voilà. Il n'y a pas de chasse d'eau, il n'y a pas de... Ou alors elle est externe, il faut demander, ou alors il n'y a pas une goutte d'eau qui s'échappe d'aucun système à l'intérieur de la cellule. Il y a je ne sais pas combien de personnes là-dedans, vous imaginez très vite ce que c'est, sans parler du fait que c'est peu agréable comme situation de se retrouver devant tout le monde, voilà. Alors, un problème de formation. On dit toujours que oui, les formations et des policiers, des surveillants d'ailleurs, ont un peu rétréci et que c'est toujours mieux d'être mieux formé. Je pense surtout que c'est des moments où tout le monde est à cran et où tout le monde va trop vite et que voilà, et vous me demandiez si je pensais à une politique du chiffre. Ça, c'est une question à poser au ministre de l'Intérieur ou au préfet de police, parce que moi, j'en sais rien. Je pense que peut-être, certainement, enfin, dans mon idée de ce que j'avais vu avant, de ces interpellations qu'on peut appeler préventives, il y avait la volonté de décourager d'y aller, il y avait la volonté d'intimider un peu, et il y avait la volonté de vider un peu les rues de certains éléments. Oui, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Faire du chiffre, après, je ne sais pas, parce que est-ce que ça dédouane quiconque
finalement, parce que ces arrestations, elles n'ont pas empêché, ce que vous avez peut-être vu dans les rues de Paris, et moi aussi, en les parcourant la nuit, tout péter partout. Donc, je ne sais pas si c'est payant politiquement, ça je ne saurais pas vous dire. Et toi, tu as... Non, simplement, j'ai pas très bien compris l'hypothèse d'une peine complémentaire. Il s'agirait de sanctionner quoi? D'interdire Ça existe déjà. pour les stades, pour les footeux. Une peine complémentaire. Donc, est-ce que vous pensez que... Vous parliez dans le micro, cher collègue. Ouais. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, les peines complémentaires existent déjà. Le juge peut prononcer une peine complémentaire, interdiction de paraître, notamment pendant une manifestation, si vous avez été l'auteur déjà et condamné. Donc, est-ce que pour vous, s'il y avait, entre guillemets, une généralisation de ces peines complémentaires, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une efficacité? C'est pas notre boulot, hein, de ça. Et moi, j'ai rien à penser des peines complémentaires. Moi, du moment que ça apporte pas plus de prison, c'est déjà... Autrement, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'en pense également pas grand-chose. D'abord, il ne appartient pas au CGLPL de se prononcer sur la loi pénale. En second lieu, dès lors qu'il y a une peine complémentaire, ça veut dire qu'à la base, il y a quand même un délit. Or, le sujet dont on parle ici, c'est quand même plutôt de l'absence de délit. Donc, une peine complémentaire pourrait, à mon sens, assez difficilement s'appliquer à des situations comme celles qu'on a observées, dans lesquelles, on peut revenir sur les chiffres, mais enfin, on dit clairement que 80% des gens que nous avons rencontrés dans cette période de temps, à ces endroits-là, sont sortis libres du commissariat de police sans qu'aucun fait leur soit reproché. Donc non seulement la peine complémentaire, à mon sens, ne trouverait guère à s'appliquer, mais au cas particulier, la peine initiale non plus. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur souhaitait réagir par rapport à ce qui venait d'être dit. Oui, pour rebondir sur vos propos, pardon, bien sûr, les questions des collègues viendront juste après. Précisément, vous indiquez dans votre rapport que 80% des procédures ont été classées sans suite. Ce n'est pas le chiffre donné par le ministère de l'Intérieur qui parle d'un taux de réponse pénale de mémoire de 61%. Par contre, comment vous expliquez cette différence d'appréciation? Et deuxième question, sur les 129 interpellés de ces 2 journées, qui ont en tout cas été recensés par la préfecture de police de Paris, combien dans les 9 commissariats ciblés vous avez pu auditionner parmi les 129? Voilà, parce que nous n'avons pas les éléments quantitatifs dans le rapport du nombre de personnes interpellées avec lesquelles vous avez engagé un dialogue, un échange pour apprécier le respect de leurs droits, de leurs conditions matérielles et tous les éléments que vous constatez dans le rapport. Vous avez raison. D'habitude, on le met. De toute façon, ça n'est pas compliqué à retrouver. On va vous le. C'est vrai, c'est dommage qu'on n'ait pas mis le nombre de personnes avec qui on s'est entretenu. Il y a une différence entre nous et le ministre de l'Intérieur. Bon, outre une énorme différence, mais la différence, c'est qu'on ne se base pas sur la même période. J'ai remarqué. Parce que lui, il parle d'une période qui va jusqu'au 25 mars, et nous, on s'arrête aux gens qui ont été arrêtés. On va du 16 au 23 mars dans nos chiffres. Et je dois rappeler au ministre de l'Intérieur que tous les chiffres qu'on a sortent de ses propres fichiers. Qu'on a demandé dans chaque commissariat, on est allé. L'extraction des gardes à vue et des suites. Et nous, on n'est pas allé... vous voyez, ça aurait peut-être fait plus... on n'est pas allé jusqu'aux suites judiciaires. On est allé... on s'est arrêté aux suites de sortie du commissariat, sec, sans suite classée. Merci beaucoup pour cette précision. Il y a d'abord une demande de parole de M. Mathieu, puis ensuite, effectivement, je vous repasserai aussi la parole. Oui, c'est une gymnastique à prendre de fermer le micro. C'est bon, j'ai la parole.
Merci Madame la contrôleuse générale, merci Monsieur le secrétaire général pour ces précisions. J'ai simplement une réflexion, une question. Alors la réflexion, c'est qu'on avait une sociologue qui était là juste l'audition d'avant. A été évoquée la question finalement des modes de maintien de l'ordre qui changent qui passe de la mise à distance vers un mode de maintien de l'ordre qui va plus vers l'interpellation, comme un facteur pouvant influencer justement les comportements des manifestants. Je constate que ce que vous nous dites en termes d'interpellation préventive et arbitraire, moi, à mon sens, ne fait que renforcer cette réflexion-là, puisque l'inefficacité pénale amène forcément un sentiment d'injustice, il me semble, chez les gens qui sont interpellés pour rien. Peut-être qu'on pourra échanger là-dessus. Autre chose, une réflexion, est-ce que vous avez... Vous parliez, c'est Monsieur le secrétaire général, je crois, de période d'attente sans prise en charge judiciaire ou pénale. Est-ce que vous avez observé de manière ponctuelle ou peut-être de manière assez habituelle la mise en œuvre de moyens de garde à vue mobile? Je m'explique. Le soir du 16 mars, comme d'autres députés de la France Insoumise, je suis allé voir les conditions de garde à vue dans les commissariats. Je crois que j'ai dû finir à 4h du matin. Et au dépôt de la gare du Nord, qui visiblement était plein, il y avait un bus siglé police stationné sur le même modèle que les bus de transport urbain, plus des camionnettes sans fenêtre, donc qui étaient des fourgons avec des petits espaces carcéraux à l'intérieur. Dans ces fourgons cellulaires, on mettait a priori des mineurs. Et dans le bus, on mettait les jeunes majeurs. Je suis resté plus de 2 heures sur place à constater que ces moyens mobiles de garde à vue ne bougeaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'orientation vers des locaux en dur, donc pas d'accès à des toilettes, pas d'accès à un médecin, pas d'accès à un avocat. Ça a duré plus de 2 heures. J'étais grippé ce soir-là, je suis parti un petit peu avant, il était toujours là. Je suis parti avant qu'il ne parte, il était toujours là, et ceci pendant plus de 2 heures. Est-ce que, alors j'ai interrogé les policiers qui n'avaient pas vraiment d'explication, sinon qui me disaient qu'ils attendaient les ordres de la hiérarchie. Il n'y a pas d'accès à l'alimentation, pas d'accès à l'eau. D'ailleurs, les députés qui étaient là, on s'est cotisé pour aller acheter des bouteilles d'eau, et on a demandé si on pouvait passer à ces personnes qui étaient entassées donc, dans les bus et dans les fourgons cellulaires. Est-ce que vous avez des observations particulières sur ce type de contexte de garde à vue qui est quand même assez étrange en ce qui concerne l'état du droit dans notre pays et la tradition pénale que nous avons? Merci. Merci de cette question. Vous imaginez bien que si on avait vu ça, on l'aurait... Je crois qu'on l'aurait mis en énorme dans le rapport. Juste, on a pu interroger des gens, on parlait avec des gens qui nous ont dit qu'ils avaient été gardés longtemps dans des camions. Merci beaucoup. Il y avait Monsieur Caron et ensuite Monsieur Bernalicis. Monsieur Caron, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Contrôleuse Générale, Monsieur le Secrétaire Général. Alors, vous nous décrivez des arrestations arbitraires, contraires à l'état de droit. Et même si ce n'est pas tout à fait peut-être votre fonction, mais j'imagine que ça a dû vous interroger. Parce que là, ce sont des faits que vous décrivez, mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre leur motivation. Pourquoi ? Quel peut être l'intérêt d'une telle politique? Alors, est-ce que vous êtes posé cette question? Et j'imagine que, à titre personnel, vous l'êtes forcément posé, puisque vous voyez, ce que vous venez de nous décrire sont des gens arrêtés sans aucune raison, et puis maintenus dans un lieu de privation sans aucune raison, et d'ailleurs relâchés pour la plupart d'entre eux pour ces mêmes raisons. Et lorsque vous réfléchissez justement au motif de cette politique, est-ce que vous dites qu'il peut y avoir une volonté de punir, alors par qui, c'est ce que vous avez dit, on ne sait pas qui a donné l'ordre exactement, une volonté de punir ceux qui ont osé aller manifester publiquement leur désapprobation du gouvernement en l'occurrence, puisqu'il s'agissait de manifester contre un texte bien précis, voire une volonté d'impressionner, de dissuader des gens de manifester, soit ceux-là même qui venaient de se faire interpeller, soit d'autres qui auraient pu être tentés de manifester dans les jours suivants. Est-ce que, selon vous, cela pourrait s'apparenter à une politique de répression? Alors, je cherche à vous répondre très honnêtement,
comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, je pense que c'est fait pour intimider. Après, pour punir, de toute façon, une privation de liberté, c'est une punition. Oui, voilà. Et vous m'avez demandé... Pourriez utiliser le mot de politique de répression. C'est sûr que c'est pas une politique d'empathie. C'est une politique... oui, on attrape des gens, on les arrête. Voilà. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière. Et c'est vrai que moi, je me dis, après tout, c'est très bien que des jeunes personnes connaissent la garde à vue, voient comment ça se passe. C'est comme quand je vois des gens passer en comparution immédiate dont c'est pas du tout le métier d'habitude, dont c'est pas du tout... je me dis, très bien, voilà, comme ça, ils voient ce que c'est que la justice. Une certaine justice. Je sais qu'il est très fâché contre moi. Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez intervenir. Je voudrais simplement rappeler à notre collègue Caron, nous sommes en commission d'enquête et pardon Madame la Contrôleure pour cet aparté, mais qui est public. Nous sommes en commission d'enquête. Notre objectif est de faire la lumière sur ces événements. Ce n'est pas d'affirmer une position. Vous affirmez que donc des manifestants, j'allais dire, ayant simplement exprimé leur désaccord à l'égard de la loi retraite, auraient été de simples manifestants, auraient été interpellés. Je note... Non, Madame la Contrôleure générale, elle pourra le préciser, a répondu à ma question. Elle n'a pas connaissance des profils précis des personnes concernées. Elle a connaissance des fiches d'interpellation. Et jusqu'à présent, mon cher collègue, nous avons eu une série d'auditions que j'essaie, moi, de traiter de façon très objective, avec des éléments qui consistent à dire que celles et ceux qui se sont donnés à des violences ont des profils particuliers, qu'il y a des phénomènes de solidarisation avec des manifestants en pré-cortège. Vous avez affirmé une opinion, la commission d'enquête est publique. Je souhaite juste indiquer, pour celles et ceux qui nous regardent, qu'à ce stade, aucune des informations qui a été communiquée à la commission d'enquête ne permet d'affirmer ce que vous avez dit. Rapporteur, je me permets de vous répondre, puisque vous me mettez en cause. Je n'ai affirmé absolument rien de personnel. Je n'ai pas délivré une opinion. Si, vous venez de le faire. Je me suis contenté de reprendre exactement les propos de Madame la Contrôleure générale qui vient de nous expliquer. Je suis très curieux que nous n'entendions pas la même chose. Je vais juste essayer d'aller au bout de mon propos, pour les personnes qui nous écoutent, qui vient, mais on peut peut-être d'ailleurs lui demander de nous repréciser, au cas où en effet il ne me semble pas les propos de Madame la Contrôleuse manquaient de clarté, mais je ne pense pas que c'était le cas, qui nous a expliqué qu'elle a constaté, en étudiant notamment des comptes rendus, des rapports, que des personnes avaient été interpellées alors qu'elles ne faisaient strictement rien de mal, simplement parce qu'elles se trouvaient à un certain endroit, à un certain moment. Et que jamais dans la procédure qui avait suivi leur interpellation, leur arrestation, il n'avait pu être mis en avant, mis en valeur un fait qui pouvait leur être reproché. Je n'ai fait que rappeler cela. Donc je n'ai pas émis une opinion personnelle et je pense qu'en revanche, si on se détourne des faits pour ensuite établir un rapport, cela va nous poser des problèmes. Bien, je pense que je vais encore passer la parole à M. Bernalicis. Oui, donc si je prends l'hypothèse d'une interpellation qui a été faite où à la fin il y a un classement sans suite parce qu'il n'y a pas les éléments suffisants dans le dossier, il y a deux possibilités qui peuvent conduire à ça. Soit l'absence de délit initial, ce qui fait qu'il n'y a pas de preuve derrière et là on a un gros problème, soit l'absence de preuve, alors qu'il y a vraiment eu un délit initialement, ce qui est aussi un problème en soi, dans un état de droit, puisqu'on ne peut pas confondre la personne face aux actes qu'elle a posés. Mais ça apporte une question de ma part, c'est de me dire que dans les deux cas de figure, et surtout dans le premier cas de figure, qui n'est pas écarté par principe, voilà, c'est de se dire que donc, des gens ont fait 24 à 48 heures de garde à vue, c'est de ça dont on parle, pour rien. Rien
quoi qu'il en soit, c'est-à-dire qu'ils aient commis les faits ou pas, pour rien, puisqu'à la fin, ils ne sont pas poursuivis et dans des proportions qui ont été anormalement élevées par rapport aux situations habituelles. Ma question est la suivante, Madame la Contrôleure. Est-ce que vous pensez qu'il serait opportun de travailler à un régime automatique d'indemnisation des gardes à vue pour les personnes gardées à vue quand elles ont été gardées à vue pour rien, parce que c'est un préjudice qu'elles ont subi, au moins psychologique, ça c'est sûr et évident, mais un préjudice en tout cas avéré que d'avoir été entravé dans sa liberté, d'avoir vécu ça, ces conditions-là, pendant 24 à 48 heures. Bon, je vais évidemment vous laisser répondre. Je précise quand même que cette question quant à l'indemnisation, on n'est pas sur le périmètre de la commission d'enquête en tant que telle, mais enfin, je laisse évidemment l'échange se dérouler. Ça tombe très bien que ce ne soit pas dans le périmètre parce que j'ai jamais réfléchi. Très bien. Je crois qu'il y avait encore une demande de prise de parole. Non ? Très bien. Eh bien, écoutez, Madame la Contrôleure générale, Monsieur le Secrétaire général, merci infiniment pour votre présence. Merci de l'échange. Donc, nous allons clore cette audition. Soyez vivement remerciés.